Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 6 avril 2025. Aujourd'hui, on parle des sujets de la semaine, en fait, en particulier de cette condamnation de Marine Le Pen, mais on va mettre ça, évidemment, on va adopter la vision synoptique de Radio-Québec, c'est-à-dire qu'on va mettre ça dans son contexte plus large. Vous savez très bien que je ne suis pas qualifié pour défendre un candidat ou l'autre en France, savoir lequel est le meilleur, qui a trahi, etc. Dans mon entourage, il y a des gens qui sont intelligents, qui appuient Marine Le Pen, puis des gens aussi qui sont très intelligents, qui la détestent. Mais ce n'est pas ma spécialité et vous savez que je vais pas me lancer là-dedans. On va, comme ils disent dans le film Ridicule, il faut savoir briller tout en sachant rester à sa place. Mais j'ai une perspective, évidemment, sur l'ensemble des choses. Je l'avais fait l'été dernier avec les élections européennes. J'avais dit que beaucoup des candidats n'étaient pas assez punchés dans leurs attaques contre les médias. En particulier, Le Pen, elle adoptait une ligne d'apaisement qui était inutile. Rappelez-vous le Web Journal, là. J'avais dit que ce qui était utile, c'était plutôt l'approche Trump, où est-ce qu'on on brasse la cage, on délégitimise les médias. Or, en Europe, il y a beaucoup de ce truc où est-ce qu'on légitimise les médias. On aime bien se retrouver sur les plateaux, faire des jeux de verbal, etc. J'avais critiqué ça. Et on voit bien que la stratégie d'apaisement de Marine Le Pen, de dédiabolisation du RN, du FN, du RN, n'a pas fonctionné. Et ce qu'on voit en fait émerger ici, c'est ce qu'on voyait aux États-Unis, c'est ce qu'on a vu un petit peu partout. Mais là, on le voit en Europe, c'est-à-dire l'émergence d'un pouvoir supra-démocratique, le pouvoir des juges. Et là, on mentionne ça, ça fait un certain temps qu'on mentionne ça à Radio-Québec, le pouvoir non élu des juges qui contourne la volonté démocratique. Et finalement, tu as une petite élite qui peut régner en contrôlant quelques juges. Parce que les juges sont tout aussi corruptibles que les journalistes et les politiciens. Ils n'ont absolument aucune supériorité morale. Et... Attendez-moi un instant. Donnez-moi un fade level un petit peu trop élevé, je pense. Donnez-moi un thumbs up sur le son et sur l'image. Et donc, les juges sont tout aussi corruptibles, achetables, faillibles et biaisés. Ils sont biaisés que les journalistes, les politiciens, etc. Et que votre voisin, finalement, votre voisin du deuxième qui voit les choses dans un angle complètement... les juges sont comme ça aussi. C'est juste que beaucoup d'entre eux, pas tous, comme pas tous les politiciens, comme pas tous les journalistes non plus, mais beaucoup d'entre eux ont un biais très, très, très fort. Et on le voit aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un sujet. Et on va voir de quelle façon c'est un sujet, puisque après avoir perdu l'élection, maintenant, l'État profond se défend avec le judiciaire. Et en Europe aussi, c'est ça. On sent l'Europe en état d'ébullition. Les mouvements centristes, c'est-à-dire ce qui était de centre il y a 20 ans et qu'on qualifie maintenant d'extrême droite, c'est-à-dire le mouvement du gros bon sens. Zéro extrême droite, le mouvement du gros bon sens est en train de faire des gains partout. Et ce qui reste finalement à l'establishment pour contrecarrer tout ça, enlever le candidat principal à l'élection présidentielle française, là, exactement comme ils ont fait à Trump en 2024, avec toutes les poursuites bidons. On avait épluché ces poursuites-là, une après l'autre. Ils créaient de nouvelles lois. Ils inventaient des stratagèmes qui n'existaient pas auparavant pour coincer Trump. Ils inventaient des nouvelles dispositions de la loi pour aller le chercher. Ils étaient très créatifs et des gens le disaient à la télévision. Même à CNN, des panélistes disaient ça n'existe pas ce qui est en train d'être déployé contre Trump. Et on le fait ça, c'est du sur-mesure pour arrêter Trump. Donc, il se passe exactement la même chose en France. Plusieurs l'ont remarqué, dont Pierre Gentillet, cet avocat qui est toujours très perspicace à la télévision. C'est du sur-mesure contre Marine Le Pen. Et donc, ce qu'on voit émerger, c'est ça, c'est cette structure non élue de juges qui contournent la démocratie et qui, finalement, représentent le dernier bastion de l'establishment. C'est ça, le titre, le dernier bastion. Ce n'est pas Marine Le Pen est le dernier bastion. Encore une fois, si je disais que Marine Le Pen était le dernier bastion, ça serait une vision tactique des choses.
Mais à Radio-Québec, on adopte une vision stratégique et c'est pas ça vraiment. C'est pas vraiment important ce qui se passe, si Marine Le Pen a trahi ou non, si elle est pro-Israël, si elle a trahi son père, blablabla. C'est pas ça. C'est ce qu'on veut montrer, c'est ce qui émerge, là, comme on dit en anglais, out of the woodwork, qui était dissimulé auparavant, le pouvoir de cette caste de juges non élus qui contourne complètement la démocratie. Et comme je vais finir ce que je disais tout à l'heure, aux États-Unis, après avoir perdu l'élection, maintenant, ils ont une stratégie juridique contre Trump. Ils ont eu une stratégie juridique lors de l'élection elle-même en 2024 avec ces 4-5 poursuites bidons contre lui. Et maintenant, ils ont tous les ordres exécutifs de Trump, les dispositions, ce qu'il essaie de faire, justement, est bloqué par des juges. Et ils s'en plaignent aux États-Unis. Donc, c'est ça qu'on veut essayer de faire émerger parce que ça c'est un problème qu'il va falloir régler. Il va falloir commencer à être conscient de ça dans notre analyse politique. Et ce qui est bien dans ce qu'on voit, c'est que c'est comme à la fin de la COVID. Rappelez-vous, à la fin de la COVID, les gens en avaient assez des confinements et tout. Ils ont commencé à respecter de moins en moins les règles et c'était suffisant. Et merci, bonsoir. Et là, le gouvernement raidissait davantage. Et il raidissait. Au Québec, on imposait des couvre-feux à Noël. Et là, j'ai dit à ce moment-là que le fait de raidir, c'est ça qui allait causer leur perte parce que les gens, ça devient visible. Ça fonctionne, ce genre de pouvoir-là fonctionne quand il est clandestin, quand il est dissimulé, mais quand il devient visible, il perd son efficacité. Et ça rejoint ce que Michel Maffesoli avait dit en entrevue à Radio-Québec. Il disait, à la fin d'un régime, les élites qui sont en train de perdre le pouvoir deviennent sanglantes, elles deviennent visibles, elles se raidissent et c'est ce qui précipite leur chute. Rappelez-vous cet entretien très important avec le doyen du département de sociologie de la Sorbonne, Michel Maffesoli, qui expliquait exactement ça. Alors, voilà, donc, c'est ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, Marine Le Pen a été condamnée pour des trucs bidons, genre, je pense, d'emploi fictif, on trouve toujours ça, là. Mais la justification finale elle a été exclue du processus électoral pendant 5 ans, ce qui l'empêche de se présenter en 2027, alors qu'elle était en tête des sondages. Et donc, ce qui a été utilisé comme motif, c'est un trouble à l'ordre démocratique qui n'existe tout simplement pas. Alors, on va écouter Pierre Gentillet là-dessus. On va écouter, j'ai quelques interventions. Le député du Var, je pense que c'est Philippe Schreck. Après ça, Pierre Gentillet et Alexandre Devecchio du Figaro. Juste pour... Après ça, on va aller à la réaction de Trump, parce que c'est très grave ce qui se passe là. Donc, Philippe Schreck sur la nature politique. Quand tu lis le jugement, là, tu te rends compte que ce trouble à l'ordre démocratique, ça n'existe pas, c'est politique. Depuis ce matin, je lis, entre guillemets, les meilleures pages du jugement d'exécution politique de Marine Le Pen, et je dois dire que j'ai lu des choses qui tiennent plus du tract politique rédigé par des commissaires politiques que du raisonnement juridique. Je vais vous en donner 2 exemples. Comme les procès de Moscou, vous vous rappelez, les procès de Staline à Moscou, là? Concernant, dans un premier temps, l'exécution provisoire, tout le monde en parle. Qu'est-ce qu'il est écrit? Parce que j'invite les gens à aller voir ce qui est écrit, plutôt que d'écouter ceux qui ne vont jamais rien lire. Il est mentionné que le fait que Marine Le Pen soit candidate, notamment à l'élection présidentielle, et qu'elle puisse être élue, constituerait un trouble irréparable à l'ordre public démocratique qu'il convient de faire cesser. C'est-à-dire que le juge vous dit « Je sais très bien que ma condamnation ne va pas suffire, donc je fais en sorte que la peine... » Il invente une disposition trouble à l'ordre démocratique parce que ça ne tient pas sur les faits. Et donc, il invente une disposition juridique, comme pour Trump, là, il invente une disposition juridique qui n'existe pas pour justifier la condamnation et son retrait de la vie politique pendant 5 ans. N'existe plus, elle le dit, eu égard à l'importance de ce trouble, le droit au recours n'est pas un droit acquis. 2e paragraphe, 2e perle immonde, l'atteinte aux intérêts de l'Union européenne revêt une gravité particulière dans la mesure où elle est portée, non sans un certain cynisme, mais avec détermination par un parti politique qui revendique son opposition aux institutions européennes. Donc voilà des magistrats qui justifient leurs décisions judiciaires sur des fondements exclusivement politiques, c'est-à-dire leur adoration à l'Union européenne et le fait qu'on ne puisse pas
contester ça. Voilà. Donc, c'est la même chose aux États-Unis. Trump, avec tout, il y a tous ces juges activistes qui sont démocrates. Je vais vous montrer la vidéo de Mike Johnson, le Speaker of the House, qui donne les statistiques des jugements démocrates contre Donald Trump. OK? Un petit peu plus tard, là, vous allez voir que je vais le laisser parler un petit peu plus tard, là, et vous allez voir que c'est ça, que c'est essentiellement des juges démocrates qui attaquent les dispositions républicaines. C'est motivé politiquement, c'est ça que je veux que les gens retiennent, et qu'on n'est plus dans un système de justice objectif ici. Il s'agit d'attaques politiques. Maintenant, sur Pierre Gentillet, sur cette disposition-là spécifique du trouble à l'ordre... Non, elle a été... Donc, ce qui est mentionné, c'est trouble à l'ordre démocratique et son opposition à l'Union européenne, alors qu'elle ne demande même pas un Frexit complet, là. Mais étant donné qu'elle est réticente face aux institutions européennes, ça justifie son retrait de la vie politique. Et là, on s'en fout de Marine Le Pen, elle a trahi son père, blabla. C'est pas ça, là. Moi, ce que je veux montrer, c'est les juges. On veut pas parler de Marine Le Pen, on veut parler des juges et de ce pouvoir occulte qui est en train de brimer la démocratie. Pierre Gentillet sur ce stratagème de trouble à l'ordre démocratique. J'ai lu aussi effectivement la longue décision hier soir. Oui. Et je dois dire qu'effectivement, il faut vraiment bien que tout le monde ait en tête ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la loi Sapin-II ne s'applique pas. Donc le juge a motivé sa décision obligatoirement. Et il l'a motivé, effectivement, ça a été dit ici, par ce motif, par une atteinte à l'ordre public démocratique. J'ai fait toute la recherche hier soir, et assez tardivement, je vous prie de le croire, cette notion d'ordre public, je dis démocratique, n'existe pas. Elle n'a aucun fondement textuel, aucun antécédent jurisprudentiel. Le juge invente littéralement une expression, attendez, c'est gravissime, qu'il ne définit même pas, et qui est totalement subjectif. Il invente un concept juridique qu'il utilise pour condamner Marine Le Pen, qui n'existe pas et que lui-même ne prend même pas la peine de définir. C'est ce qu'on reprochait au procès de Moscou de Staline, c'est d'inventer des chefs d'accusation qui n'existaient pas. On est littéralement là-dedans. On pourrait dire que l'atteinte à l'ordre public démocratique, c'est précisément d'empêcher une candidate, la principale candidate à l'élection présidentielle, de se présenter et de ce fait de priver les électeurs du choix démocratique. Donc ça ne va pas casser, mais ça va être... Exactement, ça c'est le point. C'est-à-dire que l'atteinte à l'ordre public démocratique, c'est ce que le juge vient de faire. C'est ce que le juge vient de faire. Le juge lui-même s'est rendu coupable de ce dont il accuse Marine Le Pen. On s'entend ici. Et après, sur ce pouvoir d'une clique de juges qui utilisent leur pouvoir juridique comme des militants politiques sur le dévoiement de la démocratie par des juges qui ne respectent plus leur... Comme lorsque les journalistes font des reportages biaisés et tout ça, là, on n'est plus dans la démocratie, on est encore une fois dans la Pravda de l'Union soviétique. Là, ici, c'est la même chose avec les juges qui dévoient complètement la démocratie. Le judiciaire, c'est le troisième pouvoir. Il y a l'exécutif, hein, c'est le président et les ministres. Après ça, il y a le législatif, c'est tous les députés, les congressistes. Puis après ça, il y a le judiciaire. Le judiciaire, c'est censé... Et là, encore une fois, on a un exemple de cette corruption des trois pouvoirs. Puis il y a le quatrième pouvoir, normalement, qui est les médias, qui ne font plus leur travail. Duquel Internet, nous, les soldats digitaux, devons prendre la relève. C'est pour ça que les médias sont en chute libre, parce qu'ils ne font plus leur travail. C'est pour ça que les gens ne font plus confiance aux institutions démocratiques, parce qu'ils ne font plus leur travail. Et là, maintenant, il faut prendre conscience que les juges sont dans le même paquet. Alexandre Devecchio sur la tyrannie des juges. Cette affaire, elle tombe bien d'une certaine manière parce qu'elle cristallise une crise de régime qui existe avant cette affaire Marine Le Pen. Eugénie Bastier l'a très bien dit. Il y a une forme de dépossession démocratique par la justice. Alors certains peuvent voir ça comme une évolution. Pas que les politiques. Non, les juges, ce sont le Conseil constitutionnel n'a pas eu besoin des politiques pour dire qu'en 71, ils pouvaient juger sur des valeurs morales et pas seulement dans un cadre juridique. Ensuite, il y a plein de jurisprudence. Il y a les juges européens. Donc c'est un mélange des deux. Les politiques se sont laissés déposséder, mais les juges ont aussi pris le pouvoir. Toujours est-il que c'est un vrai débat démocratique. Est-ce qu'aujourd'hui, la démocratie, c'est un ordre juridique
ou est-ce que la démocratie, ça reste la souveraineté du peuple? Mais qui s'exprime à travers ses représentants, qui votent les lois. Ses représentants. Et j'espère qu'on va avoir ce débat à la présidentielle. Et moi, je fais partie. Et c'est pas seulement le Est-ce que la démocratie, c'est le pouvoir des juges? Parce que présentement, c'est ça qu'on voit avec ce qui se passe un peu partout. Aux États-Unis, avec Trump, on a vu exactement ça avec Georgescu en Roumanie. Ce sont des juges qui l'ont empêché, qui l'ont, exactement comme Marine Le Pen, dépossédé de sa présidence. Il était le chef de file, le favori. Et c'est ça qui se passe. Hein. C'est-à-dire on contrôle les médias, puis on contrôle toutes sortes de choses. Et on essaye par la société civile d'empêcher avec des accusations de tout. Le livre, le manuel d'opération de la gauche nazie, extrême droite, etc. Et puis, finalement, quand ça ne fonctionne pas, bien, qu'est-ce qui reste quand tout ça a échoué? Quand on n'a pas été capable de le discréditer comme Trump avec des accusations d'agression sexuelle, quand rien n'a fonctionné, quand toutes les attaques n'ont pas fonctionné, il reste le dernier bastion, le pouvoir des juges. Et c'est ce qu'ils ont fait à Georgescu en Roumanie, c'est ce qu'ils ont essayé de faire à Trump en 2024 avec ses 4 accusations, plus l'autre folle, Jean Carroll. On a tout traité ça, chacun des dossiers pratiquement cas par cas individuellement. On ne reviendra pas là-dessus. Et là, c'est ce qu'ils font présentement. C'est ce qu'ils font présentement à Marine Le Pen. Ils ont fait aussi bien pire. Ils ont, à mon sens, et Ficot l'avait dit lui-même dans une entrevue après, hein, que c'était que l'establishment ne voulait pas de lui essentiellement, et c'est la raison pour laquelle on avait tenté de l'assassiner. Ils ont dit la même chose avec Alice Weidel de l'AfD. Rappelez-vous ce que Ursula von der Leyen a dit. Elle dit we have ways. Si ça fonctionne pas, si vous votez pas du bon bord, we have tools. Nous avons des outils. Je l'ai-tu ici? Oui, je l'ai. We'll see. If things go in a difficult direction, I've spoken about Hungary and Poland, we have tools. If things go in the right direction, and people as a body that is always... If those tools don't... S'ils votent pour l'AfD, ils ont des outils. Et c'est ce qu'on a vu présentement. On a vu l'utilisation d'outils contre Marine Le Pen. Et c'est précisément ce que J.D. Vance avait, encore une fois... ce contre quoi J.D. Vance avait mis en garde dans son discours à la conférence de sécurité de Munich, il avait mis en garde contre ça, la dérive démocratique de l'UE. Et là, aux États-Unis, vous voyez comme les États-Unis imposent des tarifs partout. Et ils ont dit, Trump a dit au premier ministre anglais, Keir Starmer, il lui a dit, pas de libre-échange sans la liberté d'expression. Et là, rappelez-vous comment c'était il y a 20 ans. C'était exactement le contraire, mais genre avec la Chine. Dans le genre, les États-Unis, quand il y avait nos ministres ou nos représentants allaient parler à des représentants chinois, là, ils tenaient à lier le commerce au respect des droits de la personne. Rappelez-vous cette époque-là et là, durant la COVID et les Gilets jaunes, moi, j'avais dit que cette époque-là était révolue parce qu'on avait perdu complètement, l'Occident avait perdu complètement le haut du pavé moral. On ne pourra plus jamais accuser Poutine de réprimander des manifestants après la répression contre les Gilets jaunes, etc., etc. Et on a perdu le haut du pavé moral parce qu'on fait exactement ce qu'on reprochait aux autres. Et là, Trump dit maintenant... Et là, le culot de le faire avant, on disait ça aux dictatures, tu sais, à l'Iran, etc. Si on voulait faire c'était mal vu de faire du commerce avec des dictatures parce qu'ils ne respectaient pas les droits de l'homme. Mais là, c'est ça, c'est l'Union européenne qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui emprisonne des gens aux États-Unis. En Angleterre, il y a des dizaines et des dizaines de cas de mères de familles ordinaires qui passent des années en prison pour avoir dit, tu sais, de se débarrasser de ces hôtels-là où est-ce qu'ils mettent les migrants, où ils violent les filles, etc. Tu sais, pour des posts Facebook, ils font on en a parlé en masse, là, mais vous comprenez, donc c'est ça, Trump maintenant regarde les leaders européens, et c'est plus les dictatures ailleurs dans le monde, là. C'est l'ennemi intérieur, et regarde les leaders européens et dit, on va faire du commerce avec vous seulement si vous respectez les droits de l'homme, la liberté d'expression, etc. C'est un renversement complet de situation. Et l'État profond est coincé, comme je disais, genre entre la Russie et les États-Unis. Le 4e Reich est coincé entre la Russie et les États-Unis. Et donc ces gens-là on leur fait des difficultés, on
on leur met des bâtons dans les roues, etc. Alors que les apparatchiks de l'Union européenne, von der Leyen et Christine Lagarde, elles, sont accusées de toutes sortes de choses et ne se retrouvent jamais embêtées de rien. Von der Leyen, mystérieuse suppression de données de l'ancien portable d'Ursula von der Leyen. Les éléments auraient dû être transmis à la commission chargée d'enquêter sur le recours à des conseillers extérieurs grassement payés par le ministère allemand de la Défense. Elle était au ministère allemand de la Défense et elle a donné quelque chose comme 650 millions d'euros à des consultants genre McKinsey, etc., pour des conseils. 650 millions d'euros. Ça fait beaucoup de Lamborghini, ça, là. OK? Ou de... C'est une Allemande, là, ou de je ne sais pas s'il y a beaucoup de BMW série M. Là. Et donc, c'est ça. Et c'est un après l'autre. Après ça, il y a les dossiers Pfizer, rappelez-vous ça. Échec complet de facto. De nouveaux rapports tirent des conclusions dévastatrices sur von der Leyen, etc., etc. Je ne vais pas y aller au complet ici, là, mais criminal complaint against President von der Leyen over controversial text message exchange with pharmaceutical company Pfizer. Elle a effacé tous ses messages. Elle a favorisé son mari là-dedans. EU scandal official von der Leyen paid for climate agitation against critics. Non seulement elle payait des organisations climatiques, elle donnait de l'argent à des groupes écologistes, mais elle donnait aussi de l'argent à ces groupes écologistes-là pour qu'ils aillent manifester, c'est-à-dire exactement ce qu'on voit aux États-Unis. Les manifestations que vous voyez partout, c'est payé par qui, selon vous? C'est des manifestants payés. Il y a des blogueurs qui vont sur place puis qui demandent pourquoi Trump est un fasciste. Le gars signe Trump est un fasciste. Puis le gars n'est pas capable de répondre. C'est des manifestants payés. Il n'y a rien d'organique. Ce n'est pas des manifestations qui ont une base réelle. Peut-être certaines personnes, mais pour beaucoup, c'est des manifestations payées comme ça ici. Là. Von der Leyen, elle payait pour de l'agitation climatique. Mais en tout cas, et c'est ça. Scandale Pfizer, scandale des documents allemands. Comme Hillary Clinton, elle efface les courriels, elle est passible de toutes sortes de choses. Aucune accusation, rien. Aucune malversation. On ne fait même pas vraiment enquête. Même chose avec Christine Lagarde, affaire, qui est la directrice du FMI. Affaire Tapie, Christine Lagarde déclarée coupable, mais dispensée de peine. Oh, et elle reste en poste au FMI, comme présidente du FMI. Christine Lagarde, coupable de négligence, reste à la tête du FMI et elle ne fera pas de prison, rien, aucune conséquence. L'ancienne ministre de l'économie française, Christine Lagarde, a été jugée coupable lundi à Paris de négligence dans un scandale politico-financier majeur de 2008, mais a été maintenue à la tête du Fonds monétaire international. Aucune conséquence. Vous comprenez, c'est ça le double standard. Même chose avec Anne Hidalgo. Malversation, utilisation des fonds à des fins personnelles, voyage à Tokyo, robe Dior, collant, Monoprix, les notes de frais d'Anne Hidalgo enfin déployées. C'est des millions et des millions et des millions qui sont gaspillés. Ça a pris des espèces d'injonctions de la part de journalistes, des bons journalistes, pour aller jusqu'au fond de ces dépenses. Durant les Jeux olympiques de Paris, elle gaspillait. C'est comme, ils sont donnés à cœur joie, ils sont bouffés à tous les râteliers. Et rien, rien, tu sais. Marine Le Pen, genre, tu sais, c'est même pas... ce que Trump dit dans son allocution sur Marine Le Pen, il dit il semble avoir créé, inventé un stratagème pour le faire. Et donc, Trump qui décrit ça, et comme je le dis, ça clash. C'est-à-dire que maintenant, avant, on critiquait les dictatures, et maintenant, Trump, au lieu de critiquer les dictatures, il ne critique pas les dictatures, c'est qu'il critique la dictature française dans un événement, un scandale diplomatique majeur. C'est un scandale diplomatique majeur et tous les autres pays restent silencieux comme on veut continuer à faire la même chose à notre population. Et il est le seul qui décrit ça. Hein? Et donc, ça a été décrié par le département d'État en premier. Les États-Unis condamnent l'exclusion de Marine Le Pen du processus politique et exhortent les pays européens à défendre la liberté d'expression et la liberté dans le processus politique, dit Tammy Bruce du département d'État américain. Trump lui-même, qui s'est prononcé là-dessus, il dit que ça ressemble à ce qui s'est passé aux États-Unis en 2024. Je vous montre ce que Trump dit. Marine Le Pen, the far-right leader, got convicted in court and is now banned from running for office for 5 years. Do you have a comment about that? That's a big deal. That's a very big deal. I know all about it. C'est énorme, c'est gigantesque. Je connais beaucoup l'histoire et ça ressemble à ce qui s'est passé dans notre pays ici. And a lot of people thought she wasn't going to be convicted of anything, and I don't know if it means conviction, but she was banned for running for 5 years, and she's the leading candidate. That sounds like this country.
That sounds very much like this country. Ça ressemble aux États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe aux États-Unis présentement? C'est ce qui se passait en 2000. Vous voyez les parallèles, c'est ça que je veux faire émerger dans ce web journal-ci, les parallèles. Le judiciaire maintenant à la tête de l'État US, c'est-à-dire que Trump qui a été démocratiquement élu avec un agenda de réduction de l'État, comme à l'époque de Reagan, il a reçu ce mandat-là. Maintenant, les juges empêchent ça. Et là, si on regarde la totalité des injonctions des juges qui arrêtent les politiques de Trump, on en compte jusqu'à 34. 34 juges. Vous avez ici... State Secession sur Twitter a fait la liste de ces 34 injonctions de la part de juges qui arrêtent les politiques de Donald Trump. Ces politiques-là, cette stratégie-là d'utiliser les juges pour bloquer les politiques du président des États-Unis n'existait pas sous Obama, sous Biden, etc. Elle n'existe que contre Trump. Cette stratégie judiciaire-là n'existe que contre Trump et c'est dans tous les domaines. Federal Judge, Dennis Carr blocks deportation. Donc, on bloque des déportations. Ici, ça, c'est assez particulier. Le gars, c'est un membre de MS-13, un gang violent, là, genre... qui décapite des gens avec les tatous, ultra trafic de drogue, meurtre, assassinat. Et il a été déporté au Salvador. Et MS-13 a été déclaré comme une organisation terroriste. Et là, le juge dit non, tu dois ramener le membre de l'organisation terroriste aux États-Unis. Ici, c'est un autre juge Trump qui avait fermé l'organisme de propagande Voice of America. Là, un juge dit non, Voice of America, tu n'as pas le droit de fermer ça. Même chose avec le Doge et l'USAID, il y a des juges qui ont empêché la fermeture et le renvoi de certains employés de USAID. Non, tu ne peux pas renvoyer les... Tu sais, c'est moi le chef de l'exécutif, qu'est-ce que tu fais à me dire que je ne peux pas renvoyer des membres de mon administration. Si je veux réduire l'administration, c'est moi qui... Non, et voilà. Et donc, et ça, c'est quand, évidemment, le juridique n'est pas utilisé comme contre Russell Brand avec des accusations 20 ans plus tard d'agression sexuelle, alors que le gars, maintenant, s'est rendu du côté... Dès que quelqu'un se range du côté conservateur, clac, agression sexuelle. On a exactement fait la même chose avec Julian Assange. Dès qu'il a commencé à sortir des trucs, il s'est fait accuser d'agression sexuelle, etc., etc. Et là, on voit j'ai le clip ici de Mike Johnson qui explique justement cette stratégie démocrate-là et qui donne les chiffres. Il dit que depuis... Je vais vous le laisser, on va le faire ensemble. Cette stratégie... Et ce que je veux dire, c'est que c'est à la télévision aux États-Unis presque à tous les jours. La question de ces juges militants qui bloquent l'administration Trump. Ça fait des mois, des semaines que ça dure. Les juges mettent des bâtons dans les roues et là, c'est devenu un problème, une crise constitutionnelle aux États-Unis et ça ressemble à ce qui se passe en France et en Europe avec Georgescu, Marine Le Pen, Fico, Orban, etc., à l'AfD, Alice Weidel, etc. C'est la même chose. Ce sont des juges militants. C'est le dernier bastion qui met les bâtons dans les roues. Je vous mets Mike Johnson. We're talking about this problem of rogue rulings and the Democrats, our colleagues here, they talk all about this so-called constitutional crisis that they see around every tree. They don't. Donc, les démocrates parlent toujours de crise constitutionnelle avec Trump, mais c'est pas la vraie crise constitutionnelle. La vraie crise constitutionnelle, c'est ce que ces juges sont en train de faire, usurper le pouvoir démocratique à des fins militantes. Like President Trump's policies, and so that's their catchphrase they use for everything. But there really is a constitutional crisis that's developing. It's not the one that the Democrats claim, though. Listen to these numbers, and we've shared them before. Écoutez les chiffres qu'il va sortir. 67% de toutes les injonctions qui ont été produites par des juges du niveau de la Cour du district contre un président depuis l'an 2000, ont été utilisées contre Trump. Trump a reçu à lui tout seul, contre lui seul, 67% de toutes les injonctions depuis l'an 2000, depuis le 11 septembre. Là. Les 2/3 de toutes les injonctions ont été utilisées contre un seul président. 7% of all injunctions issued by district court judges against a president since the year 2000 were issued against one man, and his name's President Donald J. Trump. 92% of those injunctions against the president were issued by Democrat-appointed judges. There's a problem. I've mentioned before, I was a constitutional law litigator. 92, je pense, pas 97, 92% des juges qui ont sorti ces injonctions-là sont des juges qui ont été nommés par des démocrates. C'est des démocrates. Aux États-Unis, il y a une affiliation politique, là. Donc, Trump
à lui seul, cumule les 2/3 de toutes les injonctions et 90-95% de ces injonctions-là sont le produit de juges démocrates. C'est exactement ce qu'on est en train de voir en Europe, etc. Et c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et ce qui fait dire à Stephen Miller ici, voilà ce que nous entendons par tyrannie judiciaire. Stephen Miller, qui est un personnage très intéressant, qui vaut la peine d'être suivi sur Twitter, c'est un conseiller du président Trump de longue date. Il est là depuis 2015-2016. Et il dit... Il est toujours à la Maison-Blanche, il est près de Trump. Là. Voilà ce que nous entendons par tyrannie judiciaire. Biden a importé en masse des clandestins du Venezuela, y compris des criminels, et leur a attribué des numéros d'aide sociale. Le président Trump a remporté les élections en promettant de mettre fin à l'invasion. Un juge marxiste incompétent vient d'ordonner le maintien de l'amnistie de Biden. C'est pas au juge à faire ça. Ce qu'un président fait, un autre président peut le défaire. C'est pas... un juge ne peut pas s'interposer entre deux présidents, c'est-à-dire, vous comprenez, asseoir le privilège d'un président passé au détriment d'un président présent. Ce n'est pas la fonction d'un juge. Et là, je ne veux pas aller dans les arguments juridiques, mais ça n'a pas été pensé comme ça. Alors, c'est ce qu'on appelle une tyrannie judiciaire, OK? Et là, quand je dis, rappelez-vous que les juges sont aussi faillibles que nous, dans mes recherches, je suis tombé sur ça ici, ce qui est très intéressant. Le cas il y en a beaucoup. Rappelez-vous ce juge qui prostituait sa petite fille de 13 ans, je pense, en Europe, puis qui finalement est écopé d'une peine super légère. Et là, ici, c'est le juge Tom Girardi. C'est pas le juge Tom Girardi. C'est un avocat, Tom Girardi, qui était membre du barreau de la Californie et qui a été reconnu coupable de dizaines et de dizaines et de dizaines de malversations. Il a fraudé ses clients, etc. Ça a duré comme presque 2 décennies. Ça a duré super longtemps. Les clients qui se faisaient frauder par lui, Tom Girardi, en faisaient appel au barreau de la Californie. Tu sais, le California Bar Association, là, le barreau de la Californie. Et le barreau de la Californie n'arrêtait pas de le blanchir, il le blanchissait, etc., etc. Et là, finalement, il y a une firme externe qui a fait un audit, une enquête sur le barreau de la Californie, et qui s'est rendu compte que le barreau lui-même était corrompu. On parle de l'association du barreau de la Californie, là. Donc... En mars 2021, le Los Angeles Times rapportait que Girardi avait été poursuivi plus de 100 fois. De multiples plaintes avaient été déposées contre lui auprès du barreau de la Californie. Néanmoins, son agrément au barreau était resté intact, son agrégation, là. Alléguait-on, en raison de relations inappropriées entre Girardi et les responsables du barreau. De nombreuses plaintes contre le barreau concernaient des malversations financières présumées, notamment des allégations de vol par 2 douzaines de femmes ayant remporté de l'argent, blablabla. Le 9 mars 2021, le barreau de l'État de Californie a modifié le statut de Girardi à non admissible à exercer le droit. Et finalement, il a été disbarred. Okay? Il a perdu son droit d'exercer. Il a été radié du barreau. Et là, c'est ça. Une enquête interne menée en février 2023 par un cabinet externe auprès du barreau de la Californie a révélé que les employés du barreau avaient accepté des cadeaux, des voyages, des repas et d'autres objets de valeur de la part de Girardi et sa firme, ce qui a incité le barreau à bloquer les plaintes contre le cabinet. Le barreau a révélé qu'en 4 décennies, au cours desquelles il avait reçu 205 plaintes contre Girardi, il a reçu 205 plaintes et il a fermé les yeux parce qu'il recevait des cadeaux, des voyages, les hosties d'avocats, les juges, etc. Il n'avait pris aucune mesure contre l'avocat et avait classé toutes ses affaires sans suite, etc., etc. Et si vous voulez voir un peu dans le divertissement, on fait souvent ça à Radio-Québec. Je n'ai pas trouvé le trailer, mais vous avez la version complète du film Liste noire, un film québécois justement sur ce genre d'histoire. Corruption des juges, des avocats, etc. Gabrielle Anger, une jeune prostituée de luxe, organise sa propre arrestation dans le but de lancer une opération de chantage à grande échelle en plein tribunal. Elle remet au juge Savard sa liste des plus illustres clients. Des avocats, juges et un ministre. Ça ressemble étrangement, avocats, juges et ministres qui sont dans les histoires de meurtre, des trucs comme ça, qui sont achetables, corruptibles, comme tous les autres. Ça ressemble étrangement à l'affaire Scorpion, l'opération Scorpion, dont on a parlé à plusieurs reprises à Radio-Québec. L'opération Scorpion est une enquête policière d'envergure visant à démanteler un réseau de prostitution juvénile dans la ville de Québec, au Canada. L'enquête aboutit sur une vaste opération policière se soldant par l'arrestation de plusieurs individus proxénètes et clients. Donc, l'affaire fit couler beaucoup d'encre à Québec et ailleurs dans la province, notamment parce que des personnalités publiques et des juges
dont un maintenant radié faisait partie des personnalités publiques. Et moi, j'ai même entendu en coulisses un ancien premier ministre, mais c'est jamais sorti public, et donc je ne veux pas raconter des ragots. Mais c'est... et ça a été, ça a été comme classé... Ce que tout le monde suspecte, c'est que ça a été classé très, très, très rapidement, cette histoire d'Opération Scorpion, parce que ça remontait le réseau. Ça aurait donné beaucoup trop de matière à Radio-Québec, vous comprenez? Un bon film avec Michel Côté. Mais c'est ça, donc liste noire et tout ça. Et donc, c'est ça, les juges ne sont pas au-dessus de nous. Ce sont des salopards dans certains cas. Et là, on voit ce qu'on voit de plus en plus, c'est l'utilisation du pouvoir judiciaire pour étouffer la volonté démocratique des peuples et le pouvoir politique. OK? Voilà, donc ça, c'était ce que j'avais à dire pour ça. Maintenant,